Donc, on est pas mal. Zou, et on a 10 personnes, donc on va pouvoir commencer. Eh bien, bienvenue à tous pour ce webinaire que je co-anime avec Marine, où le thème aujourd'hui est autour de comment est-ce qu'on pilote, donc comment est-ce qu'on manage dans le changement, pardon, dans un environnement en mutation perpétuelle. L'idée, c'est de vous donner quelques clés sur pourquoi le changement est difficile et comment est-ce qu'on peut accompagner dans ce changement qui, comme vous le savez, est présent tout le temps et puis surtout a une tendance fâcheuse à s'accélérer depuis quelques années. Donc, c'est important de prendre un peu de recul pour savoir quoi faire face à ce changement. On va commencer par se présenter. Marine, tu veux commencer? Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Marine Dumont, je suis experte et consultante en accompagnement des transformations au sein des organisations et aussi coach, aussi bien leadership que coach d'équipe. Et ça peut être des accompagnements de transformation aussi bien organisationnels que digital, culturel, etc. Je te repasse la main. Ouais, et donc un peu la même chose pour moi, on va dire. Après 25 ans dans la transformation digitale, je me suis formée au coaching et maintenant j'accompagne les équipes et les leaders dans des contextes de transformation avec deux focus pour ma part. Un focus beaucoup autour de l'estime de soi et comment on peut prendre sa posture de leader en renforçant son estime de soi. Et un deuxième focus autour de l'engagement des équipes et comment est-ce qu'on peut garantir des équipes engagées justement dans ces environnements et ces contextes de transformation où parfois l'engagement s'étiole. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une heure. L'objectif, c'est de comprendre les fondamentaux, je vais y arriver, de l'accompagnement au changement et surtout de faire un focus sur le rôle du leader dans ce processus. Et puis, Marine partagera avec nous deux exemples de transformation qu'elle a menées dernièrement pour mettre tout ça un peu, illustrer tout ça et vous donner des éléments un peu plus concrets. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Ça peut être interactif. Alors, interactif dans le sens où si vous avez des questions, des remarques, ne pas hésiter à les mettre dans le chat. Nous, on suivra le chat pour qu'on puisse répondre au fil de l'eau à vos questions et faire en sorte que ça soit le plus interactif possible, si ça vous va. Pour commencer, je vous propose d'aller regarder ce que le changement génère chez vous. Et alors, on va se lancer dans un tout petit exercice, si vous êtes OK. L'idée, c'est de, là, peut-être fermer les yeux si vous avez besoin et visualiser ce qu'il y a autour de vous ou alors visualiser votre bureau, enfin un environnement que vous connaissiez bien et regarder les objets qu'il y a autour de vous, les collègues autour de vous, s'il y a des collègues, et vous imprégner là de voilà, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Voilà. Juste prendre un temps pour vous, les yeux fermés, pour faire ça. Donc là, vous êtes, voilà, par exemple, dans votre bureau, vous avez autour de vous un certain nombre d'objets. Il y a peut-être une luminosité, il y a peut-être voilà, une chaleur. Enfin, vous ressentez un certain nombre de choses. Et là, une fois que vous êtes bien connecté à ça, j'aimerais que vous imaginiez qu'il y a un certain nombre d'objets qui changent autour de vous. Par exemple, j'en sais rien, moi j'ai une imprimante à gauche, et ben l'imprimante disparaît. À droite, j'ai un tas de livres, et ben c'est plus des livres, mais c'est un pot de fleurs. Voilà, imaginer tout un tas de changements qui s'opèrent autour de vous. Ça peut être des collègues qui changent, ça peut être voilà, et imaginez tout un tas de changements qui s'opèrent autour de vous là pendant que vous êtes dans votre bureau. Ouais, et j'aimerais que vous regardiez en vous ce que ça génère. Est-ce que ça génère une émotion en particulier de voir tous ces éléments changer autour de vous? Et si vous êtes OK, si ça génère une émotion, pour nous la partager dans le chat. Donc de la surprise, pour ma part, c'est moi qui l'ai mis, j'ai mis de l'inconfort.
Est-ce qu'il y a d'autres qui ont ressenti quelque chose? De la surprise surtout. Ok. Perte de maîtrise, enthousiasme, besoin de changement, curiosité, surprise, surprise. Ok, chouette de la nouveauté. Ok. Merci pour ces feedbacks. Ce qui est intéressant de voir, bon, et là on n'est pas très nombreux, hein, mais c'est de voir que justement on a des réactions qui sont variées. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des gens qui sont plutôt surpris. Alors bien évidemment, je vous ai pas, là, je vous ai pas mis dans un changement qui a un impact très très grave et qui est très impactant. Donc on est surtout sur des choses positives, mais pas que. Voilà, il y a de l'inquiétude, il y a la perte de maîtrise. De l'enthousiasme, de la curiosité, chouette de la nouveauté. Voilà. Donc on est plutôt sur du positif, mais il n'y a pas que. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. C'est que face à un même changement, vous allez voir que ça va générer des choses chez vous et par exemple chez votre équipe ou chez vos collègues qui peuvent être très différents. Et on n'a pas tous les mêmes réactions face au changement, on n'a pas tous la même appétence pour le changement et on n'a pas tous, voilà. Normalement, face au changement, notre cerveau, il va avoir quand même tendance à se mettre en mode défense, mais plus ou moins en fonction de qui on est, de notre caractère, de nos personnalités. Il y a des types de personnalités qui vont voir ça avec plus de positif que d'autres. Et c'est comme ça. Et c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que quand voilà, il y a un changement qui est annoncé en interne dans votre entreprise, bah, vous n'allez pas tous avoir la même réaction face à ce changement et c'est bien de l'avoir en tête. Euh, voilà, donc pour cette petite expérience. Euh, Là, la courbe du changement qui s'appelle la courbe Kubler-Ross, que vous avez certainement déjà vue et qui nous rappelle que, comme je le disais, hein, le changement, c'est une rupture, ça relève pratiquement du deuil. Donc, face à un changement en entreprise, la plupart des gens vont avoir à passer par ces étapes du changement et par ce qu'on appelle cette fameuse courbe de deuil où on va passer par certaines étapes, le choc, le déni, la colère, une phase de négociation, ça peut même aller jusqu'à la dépression, et ensuite on va retourner dans une phase ascendante positive avec de l'acceptation, parfois l'expérimentation. Voilà, et donc il est normal de passer par toutes ces étapes, et quand on se regarde réagir face à un changement, ben, c'est important d'accepter le fait que nous-mêmes, on doit passer par ces différentes étapes, et que les membres de notre équipe doivent passer par ces nouvelles étapes. Et c'est pour ça que pour tout changement, et souvent on peut être face à des changements qui sont très techniques, hein, par exemple un changement d'outil, eh ben, il faut garder en tête que ça va aller toucher aux émotions, aux habitudes et aux croyances. Et ça vient déstabiliser souvent un certain nombre de croyances, là où les croyances, tout ce qu'on a mis autour de nous, là où on manquait de connaissances pour se rassurer, pour créer un cadre rassurant. Et souvent, le changement, ben, il vient un peu gratter ces croyances et il vient déstabiliser. Voilà, j'imagine que vous avez déjà vu cette courbe, mais l'idée c'était de vous la rappeler pour que vous ayez bien en tête parce que c'est vraiment quelque chose d'important, surtout quand on est manager, de se rappeler qu'il y a ces différentes phases et que des fois on peut se retrouver face à des gens qui vont vraiment avoir une phase de déni très forte, une phase de colère très forte et c'est OK, ils ont besoin de cette phase-là pour pouvoir accepter le changement. Pourquoi est-ce que on a souvent des réactions fortes et négatives face au changement? Bah, parce qu'en fait, la plupart du temps, le changement, il vient nous titiller sur notre identité. Et en fait, il vient nous titiller sur qui je suis si je ne suis plus celui qui sait. Donc souvent, on est dans une zone de confort qui est liée au fait que on maîtrise notre environnement, on maîtrise ce qu'on fait. À partir du moment où on vient changer des éléments et nous amener à nous retrouver dans un environnement où on ne saura pas plus tout, on rentre dans une zone d'inconfort, une zone d'inconfort qui même peut venir aller mettre en challenge notre sentiment de légitimité, voilà, et nous mettre, comme je le disais, dans un certain inconfort. Voilà. Et donc se retrouver dans un environnement inconnu, on va perdre où on va avoir le sentiment de perdre sa légitimité, ça peut être très très inconfortable. Voilà. Et c'est ce qui explique que parfois, quand on fait des changements, par exemple, je sais pas moi, un changement de procédure, on peut avoir des gens qui vont avoir des réactions très fortes et vraiment être en opposition avec ces changements de procédure. C'est pas parce qu'ils les veulent pas, c'est parce qu'ils sont inquiets de leur capacité à intégrer ces nouvelles procédures.
Et le moyen de leur redonner, de les rassurer souvent, c'est de leur expliquer le sens, le rattacher au sens et de leur faire comprendre que, en fait, ils seront à nouveau légitimes quand ils l'auront intégré. Voilà. Donc, juste piloter le changement, c'est comme accompagner des gens dans une traversée en montagne. Il y en a certains qui vont courir devant, d'autres qui vont traîner, et certains qui vont vraiment même avoir envie de rebrousser chemin. Et c'est vraiment le rôle du leader de garder le mouvement, le groupe en mouvement, et surtout d'arriver à garder le groupe en mouvement sans oublier personne sur le bord de la route. Parce que comme on l'a vu, cette fameuse courbe du changement, elle va prendre des allures et un timing qui va être différent en fonction des gens. Et il est vraiment opportun de faire attention, de ne pas partir devant avec les gens qui seraient passés très vite dans cette phase de choc, déni, etc., dans une phase positive, tout en laissant derrière un certain nombre de gens qui, eux, sont encore dans la phase de choc ou de déni, ne veulent pas accepter qu'il y a du changement et donc n'arrivent pas à prendre le nouveau train en route. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller écouter les signaux pour savoir ce qui se passe au sein de votre équipe, pour être sûr que tout le monde monte dans le train ou prend cette cordée pour aller vers le sommet de la montagne. Voilà. Et je l'ai mentionné, mais je veux vraiment insister là-dessus, c'est que il est important aussi d'accompagner sa propre ascension. Parce que ce que je décris là pour les collaborateurs de votre équipe, pour vos collègues, etc., est vrai pour vous aussi. Et il va être très difficile pour un manager ou pour un leader d'accompagner son équipe si lui-même est encore dans sa phase choc, déni, colère, etc. Donc, il est important de se laisser de l'espace, de se donner du temps pour pouvoir passer par cette courbe de deuil, accepter soi aussi le changement pour pouvoir mieux accompagner les gens qu'on doit accompagner dans ce changement. On a un petit commentaire dans le chat, si tu veux bien, je te le lis, d'accord? Le sens ne doit-il pas avoir un caractère universel, car le sens peut ne pas être saisi de la même façon au sein d'une structure? Alors, donner du sens, en général, il y a un sens pour le changement qui va être celui de l'organisation. Donc, en général, la tête de l'entreprise va définir la vision qui justifie ce changement. Derrière, après, il va être de la responsabilité du leader d'aller traduire ce sens, cette vision, pour qu'elle fasse sens pour tout le monde. Et ça peut, à des moments, demander d'adapter cette vision pour qu'elle parle aux gens. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision commune, mais parfois avec un vocabulaire un peu différent, avec une déclinaison un peu différente, pour être sûr qu'elle soit appropriable par l'ensemble de l'équipe. Voilà. Après, ça sera important d'avoir une vision qui soit commune à l'ensemble de l'équipe, mais ça peut demander un peu de travail avec l'équipe pour être sûr qu'elle soit compréhensible et appropriable par l'ensemble de l'équipe. Et je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Si, merci. OK. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Mais donc, l'importance de faire attention à comment est votre équipe, à quel rythme elle prend en charge ce changement qui est en train de se passer, et puis prendre soin de vous, j'ai envie de dire, en tant que manager, pour pouvoir être sûr que vous êtes dans un état qui vous permet d'accompagner correctement. Voilà. Donc, vous créez du sens aussi. Ça peut, à certains moments, ça peut valoir le coup de se poser, prendre du recul et se dire, bon, voilà, c'est quoi la vision de l'entreprise par rapport à changement? Pourquoi on nous impose ce changement d'outil? Quel sens ça peut faire pour moi? Et comment est-ce que je vais être capable de porter ce sens auprès de mon équipe? Voilà. Donc, ne pas hésiter à prendre un peu de temps avant d'aller porter le changement auprès de son équipe. J'aimerais maintenant qu'on se pose la question en tant que leader, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider nos collaborateurs à traverser ces changements? Donc, j'aimerais que vous me partagiez qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous avez déjà mis en place auprès de vos équipes ou même auprès de collègues, hein, quand vous voyez des gens qui ont du mal à accepter un changement et à prendre le train du changement. Est-ce que vous mettez en place des choses aujourd'hui qui marchent? Et si vous pouvez nous les partager dans le chat. Donc, on a parlé du sens, par exemple. Créer du sens, créer une vision commune. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Identifier les invariants.
être transparent, information, écoute, accompagnement. J'en laisse encore un ou deux pour la route. Si vous voulez bien encore, il y en a qui veulent encore partager. Établir un diagnostic partagé de la situation actuelle permettant de mettre en avant des motifs au changement. En parler même quand on ne sait pas tout. Ok, super. Des super éléments assez variés, je vous remercie beaucoup. Des choses autour de rappeler ce qui ne peut pas varier, faire preuve de transparence, donc d'information, ça va aussi l'écoute, accompagner les gens, établir un diagnostic pour mieux comprendre le changement et puis en parler, en parler et en parler. On est bien d'accord. Là, je vous ai mis ce qu'on a appelé les casquettes du leader dans l'accompagnement au changement. C'est les 5 choses à ne pas louper quand on est un leader si on veut aider nos collaborateurs à vivre ce changement correctement et à être embarqués par ce changement et en prendre part. Donc, on l'a dit, donner du sens et de la vision. Le leader, c'est le gardien du cap. On a dit, c'est celui qui va nous montrer la route pour l'ascension de cette montagne. Il est important qu'il garantisse que tout le monde sait où il va, comment, et puis de s'assurer que les gens gardent bien ce cap. Voilà. Et dans le brouillard, c'est d'autant plus important d'expliquer pourquoi on y va, comment on y va, où on va. Enfin, moi, ce que je recommande, c'est par exemple à chaque réunion, dans le cadre d'un changement qui impacte une équipe, il n'y a rien qui vous empêche à chaque réunion de rappeler les changements qu'on est en train de subir, où est-ce qu'on en est, les difficultés qu'on rencontre et pourquoi est-ce qu'on va là. Voilà, ça peut être une intro de réunion d'équipe pertinente. Voilà. En deuxième, j'ai mis prendre soin des personnes. Voilà. Et je l'ai dit, reconnaître les résistances sans les juger. C'est-à-dire, il faut accepter le fait que le rythme ne peut pas être le même pour tous et c'est OK. Et ça veut dire peut-être s'adapter, ça veut dire peut-être inciter ceux qui ont plus de facilité à changer, à accepter le temps de ceux qui ont besoin de plus de temps. Voilà, donc faire preuve de bienveillance. Et puis surtout, vous l'avez mentionné, créer des espaces d'écoute et de dialogue. Le pire qui soit, c'est de découvrir à la fin de la mise en place d'un système d'information, parce que c'est ça que j'ai fait beaucoup, qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en souffrance depuis le début, qui a complètement perdu pied et qui est resté à côté du train ou de la cordée. Voilà, et donc permettre aux gens de s'exprimer, c'est un moyen aussi de vous donner les moyens, le moyen de les rassurer et de les accompagner. Inciter au collectif, pour moi, c'est hyper important. Quand on est dans un changement, on va prendre soin des gens, mais on va aussi essayer de faire en sorte que le changement soit une réussite collective et que le collectif se soutient. Et donc, c'est créer les rituels, créer l'environnement qui fait que les gens vont avoir envie de s'aider. Donc, mettre en œuvre les réussites, non pas seulement individuelles, mais aussi collectives. Voilà, et accompagner le changement avec tout un tas de choses autour de comment je crée ce collectif. En tant que leader, vous allez devoir aussi, ce qu'on a mis là, modéliser la posture, c'est-à-dire être exemplaire et montrer l'exemple. Donc, c'est montrer par votre comportement comment il est possible d'avoir une réaction positive face à ce changement. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir fait sa courbe de deuil en tant que leader pour être dans un... voilà, il n'y a rien de plus délétère que de critiquer le changement face à ses collaborateurs. On a le droit de dire qu'il y a des choses qui vont être moins bien, mais de manière objective. Mais aller critiquer le changement, ça serait contre-productif. Donc, c'est pour ça qu'on doit être exemplaire et montrer comment on peut faire pour traverser cette incertitude avec confiance. Voilà. Et puis, à l'heure actuelle, où un changement en précède un autre, faire preuve d'agilité et la stimuler chez vos collaborateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y avait une stratégie qu'elle ne va pas changer. Et dans vos entreprises, certainement, vous voyez ça, des changements de stratégie impromptus. Et donc, c'est vous mettre dans une posture d'acceptation de ces imprévus, tout en protégeant et gardant le cap. Mais voilà, quand il y a un cap, il y a différentes façons de faire. On peut avoir un changement qui vient changer un petit peu le cap. Donc, bien penser à remettre à jour le cap et à le partager. Voilà, et encourager au mieux cette flexibilité chez vos collaborateurs avec, par exemple,
des choses que vous pouvez faire autour de revaloriser ou changer la relation à l'échec, parce que bien évidemment, quand on est dans un changement, on peut se retrouver face à des situations qui nous mettent en difficulté. Voilà, et tout un tas de choses que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre équipe pour faire preuve d'agilité et stimuler cette agilité. On a une petite question de Véronique qui nous demande, tiens, il y a des numéros dans cette liste, alors est-ce que c'est à prioriser dans cet ordre ou pas? Alors, je pense que j'ai mis les numéros et que j'ai mis vraiment dans le sens qui pour moi fait sens. C'est en effet, il ne se passera rien si on ne donne pas du sens et de la vision. Il faut commencer après par prendre alors, et on peut discuter l'ordre, hein, parce que quand il y a vraiment des gens en souffrance, il faut commencer par ça. Donc voilà, mais une chose est sûre, c'est que sans direction, il n'y a pas de changement qui se passera. Si les gens sont en souffrance, il n'y a pas de changement qui se passera correctement. Voilà, donc moi j'aurais tendance à dire que oui, c'est plutôt dans cet ordre-là que je prioriserais pour structurer mon plan d'action. Parce que là, on n'est pas encore au plan d'action, on est sur voilà, on a appelé ça des casquettes. Mais ouais, je pense que je prendrais dans cet ordre-là. Après, discutable, chacun peut avoir sa couleur de leader qui peut aussi, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'humain et qui vont avoir absolument besoin de commencer par prendre soin des personnes. Voilà, chacun fait aussi avec ce qu'il est. Mais moi, c'est comme ça, je pense que je le traiterais. Marine, je Et ne sais une pas autre si toi, tu le traiterais dans cet ordre. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je suis Ok. assez d'accord avec toi au niveau de l'ordre et puis donner du sens et de la vision en numéro un, définitivement. Mais on le voit aussi dans le slide d'après, si je dis pas de bêtises. Tu as une autre question Ah, d'Olivier qui dit que le 5 a l'air d'être quand même le point le plus compliqué. Et comment est-ce qu'on gère s'il y a un des collaborateurs qui n'arrive plus à suivre le rythme des changements? alors oui, c'est le plus compliqué. Si on a un collaborateur qui arrive plus à suivre le rythme des changements, moi j'ai l'impression il faut repartir aux deux, c'est-à-dire prendre soin des personnes. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce que je disais au début, on est sur des changements techniques, mais qui en fait n'ont rien de technique parce qu'ils viennent tirer de l'humain. Et donc moi, enfin, mon intime conviction, et c'est bien pour ça que je suis devenue coach, hein, c'est que les transformations, elles sont surtout humaines. Et aider les gens à accepter le changement, c'est prendre le temps de comprendre de quoi ils ont peur, de quoi ils ont besoin pour arriver à prendre le changement. Donc, c'est revenir à des fondamentaux qui sont. Derrière un changement, souvent, c'est de la crainte hein, quand les gens n'arrivent pas à prendre. Donc, aller essayer de comprendre de quoi la personne a peur, et peut-être pas utiliser le mot peur parce qu'il fait peur, mais quelle est la crainte de la personne pour arriver et clarifier de quoi elle aurait besoin pour arriver à mieux répondre à ses besoins. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que souvent on embarque une équipe et on n'a pas toujours le temps de faire du one-one, on va dire, mais quand il y a des personnes qui commencent à décrocher, c'est vraiment important de leur consacrer du temps. Voilà. Et après, vraiment retravailler ce collectif, parce que vous, en tant que manager, vous n'allez pas pouvoir tout faire et garder tout le monde avec vous, donc il faut aussi que le collectif soit fort pour être sûr qu'il n'y a personne qui prend du retard. Voilà. Après, voilà, malheureusement, on est sur l'humain, donc il n'y a jamais de baguette magique. Et par contre, il y a des gens comme Marine et moi qui sont bien affûtés là-dessus. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez aussi nous solliciter. Tu as eu un petit pouce vers le haut. Pareil. Ah, bien. Ok, on enchaîne. Ouais, ouais. Bon, voilà. On l'a déjà dit, le rôle clé du leader, c'est voilà, être le chef d'orchestre qui permet aux musiciens de jouer ensemble, mais surtout, c'est ce qui est vraiment relatif à l'époque actuelle, c'est que la partition, elle est pas stable comme à une époque. On faisait les changements l'un derrière l'autre. Là, maintenant, les changements, ils sont tous en même temps, un peu, ou en parallèle, ou l'un derrière l'autre, mais très rapprochés. Donc, on est vraiment dans un truc mouvant. Voilà. Je voulais juste faire un petit point sur la résistance. Et ça illustre la question, c'est la résistance. Quand il y a de la résistance au changement, quand il y a une personne qui est en résistance, c'est une information en soi, c'est pas un problème. C'est à nouveau ce que je disais. Et quand je disais il faut aller chercher d'où vient la résistance, j'ai mis des exemples. En fait, ça peut être une résistance qui est liée au fait que la personne ne comprend pas le sens ou qu'elle ne comprend pas le rythme ou qu'elle est focalisée sur ce qu'elle va perdre. Donc, vraiment, j'y reviens, c'est aller chercher le pourquoi la personne n'arrive pas à avancer dans sa courbe de deuil, pourquoi elle n'arrive pas à repasser dans la phase ascendante. Donc, vraiment,
Je parlais tout à l'heure de signaux faibles, c'est hyper important. Les signaux faibles, dès qu'on sent qu'il y a de la résistance, ça vaut le coup d'aller chercher, questionner pourquoi ça résiste, pour pouvoir adapter, remettre du sens, peut-être élargir un peu le timing si c'est un problème de rythme, retravailler sur si c'est un problème de perte, enfin de perception de la perte, retravailler sur ce qui a gagné, etc., etc. Donc vraiment, la résistance, c'est une boussole. Voilà, c'est la boussole qui vous dit attention, vous êtes en train de les perdre ou d'en perdre un. Où est-ce qu'il faut que j'aille remettre du focus, que j'aille remettre de l'effort pour être sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour faire baisser cette résistance. Voilà. Et je crois que je te passe la main là, Marine. Allez, c'est parti. Ah non, pas encore. Bon, on va passer parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, non? Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Ouais, on est à la 10 000 là déjà. Bah, Mais on on vous pourra enverra. y revenir. Ouais, voilà. Si on a le temps, on reviendra. Ce qu'un leader Ouais, doit, voilà. doit éviter. Je On reviendrai à la n'hésitera fin. pas à revenir. Et puis, on reviendra aussi sur la question de Véronique après. Alors, Ok. du coup, ce qu'on voulait vous donner, à la limite à garder en vue, c'est un petit outil qu'on appelle la boussole du leader. Et ça, c'est à la limite quelque chose de très pratico-pratique que vous pouvez garder près de vous dans le cadre, dans les moments de changement et qui vous permet d'avoir 4 points cardinaux. Donc, le premier, on l'a dit tout à l'heure, mais qui est vraiment la vision. Donc, de vraiment de se questionner sur quel est le cap en fait, quelle est la finalité du changement, vers quoi on veut tendre au niveau de l'organisation, peut-être au niveau du département, au niveau de l'équipe, pour déjà nous, en tant que leader, en avoir une bonne idée, pour après pouvoir le communiquer clairement à ceux qui en ont besoin. Donc vraiment se dire, bon, est-ce que mon or, est-ce que j'ai bien mon or bien en vue? Est-ce que je le connais? Est-ce que je le comprends? Et est-ce que je suis capable de le communiquer clairement et avec transparence? Ensuite, côté Est, on va être sur les valeurs et la posture, c'est-à-dire comment est-ce que moi, en tant que leader, j'incarne ce changement. Donc, euh, en fait, on a illustré ça avec Vanessa juste avant sur montrer l'exemple. Donc, OK, quel exemple moi j'ai besoin de montrer? C'est quoi, quelle est ma contribution là-dedans? Parce que bien sûr, je ne vais pas intervenir à tous les niveaux, mais voilà, quelles sont les valeurs vraiment? Est-ce que moi j'incarne pour pouvoir piloter ce changement et pour pouvoir montrer la voie. Ensuite, à l'ouest, on va avoir la partie relationnelle et la partie confiance avec l'équipe. Donc, comment est-ce que je les embarque? Alors, ça, on revient encore à la partie du coup de la résistance, mais c'est comment est-ce que je donne des espaces de dialogue, des espaces de dialogue dont on parlait avant. Donc, vraiment, l'ouest, on est sur le relationnel et du coup le lien avec les autres. Et enfin, le sud, c'est la partie agilité qui était notre point 5, c'est comment est-ce que je m'autorise l'erreur? Comment est-ce que je m'autorise l'erreur? Comment je m'autorise l'amélioration continue, le, ouais, la correction, etc. Donc, il y a la partie vision, il y a la partie moi en tant que leader, ce que j'incarne, il y a la partie et mon lien avec l'équipe, et puis la partie comment est-ce que j'inculque une culture de on a le droit de se planter, on essaye parce qu'on apprend en marchant. Est-ce que tu peux cliquer? Hop, c'est bon. Ok. Du coup, là, je viens de vous donner ces axes et j'aimerais bien vous prêter un petit exercice. Vous pouvez scanner ce QR code ou alors aller sur Menti. Après, je vais prendre la main du partage Ouais. et que vous puissiez penser à la dernière situation de changement dans laquelle vous avez été vous. Alors, est-ce que vous, enfin, pouvoir vous prendre comme axe vous en tant que leader, dans quelle mesure vous avez respecté cette boussole, ou alors si c'était pas vous directement qui drivez ce changement, comment votre leader ou votre manager ou votre responsable a incarné lui ces 4 points cardinaux. Je reprends la main du partage, juste 2 minutes. Ouais. Hop, Tu peux me l'autoriser parce qu'il faut que tu me donnes les droits. ça doit être bon là, Marine, C'est bon. je pense. Hop, je partage mon écran et voilà. Donc on attend un petit peu de voir ce que ça va donner.
Pour le moment, ce qu'ils dessinent, c'est que la vision et puis le fait d'incarner en tant que leader sont des choses quand même assez prépondérantes et vous aviez bien conscience de leur importance. Peut-être que la partie agilité, ça illustre bien ce qu'on s'est dit tout à l'heure, est quelque chose de plus complexe à incarner et à donner à ses équipes. Ok, merci. Vanessa, tu peux reprendre la main, un peu rebasculer sur le slide. Ok, hop. Ouais, on voit que quand même vous avez une bonne notion, enfin une bonne idée de la partie vision et de la bonne compréhension de la finalité. C'est quand même assez prépondérant, ce qui est un bon point de départ parce que si on entraîne l'équipe sans trop savoir dans quelle direction on va, ça devient complexe après pour être aligné. Ouais, j'arrête le partage, je te laisse reprendre. Je l'ai là, non? Ouais, hop. Ouais, c'est bon, pardon. Et Oui. du Non, coup, c'est bon. voilà, super. Donc, ce que je voulais vous amener là, c'est deux histoires euh, de transformation finalement. L'une dans le secteur de l'horlogerie, parce que je suis à la frontière entre la région Rhône-Alpes et la Suisse. Donc, j'ai des clients dans l'horlogerie. Et un exemple d'une organisation qui est située plutôt sur côté France, dans la haute technologie. Et on va être très pratico-pratique. Je vais vous raconter l'histoire, puis vous allez voir qu'il y a eu des choses qui ont été faites contre-productives et d'autres finalement très productives en amélioration continue. Dans tous les cas, on commence toujours par une situation initiale qui, comme on le disait, va générer des peurs, de la résistance et puis de la perte de repères. Et finalement, les actions du leader vont être clés pour pouvoir aider à clarifier la vision, à permettre de gérer la résistance. Alors, Véronique disait résistance ou questionnement. Effectivement, ce terme est fort, mais en fait, c'est un terme du langage de l'accompagnement au changement. On l'appelle vraiment résistance. Maintenant, cette résistance, elle peut être simplement des questionnements et du besoin de clarification de gens. Et donc ça, c'est super facile. Il suffit juste de donner un espace de dialogue et l'espace pour qu'ils puissent poser leurs questions. On clarifie les zones grises et rouler jeunesse. Après, il y en a qui peuvent vraiment mettre de la résistance, c'est-à-dire avoir une position ferme, de dire non, moi je bouge pas. Peu importe la vision, peu importe ce que vous me dites, moi, je ne bouge pas. Et là, tout l'enjeu va être de savoir comment est-ce qu'on peut montrer à cette personne qu'elle a quelque chose à y gagner que de contribuer. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc écoute des résistances et puis expérimentation agile. Donc vous allez voir, on va dans les histoires que je vais vous conter, ce sera comme ça. Donc, la première histoire, c'est l'histoire, je vais commencer par celle de la petite structure. Ils sont 25 personnes et ils sont dans le secteur de la haute technologie, mais contrainte du moment, ils sont fortement dépendants à l'automobile. Donc, en fait, il faut vraiment qu'ils prennent un virage pour pouvoir diversifier leur activité pour pouvoir aller attaquer d'autres marchés. Et ça passe aussi par une façon enfin, la restructuration en fait de leurs équipes, du focus que leurs équipes ont et de leur processus de travail. Et donc, on a quand même une transformation qui est locale, on n'est que sur 25 personnes, mais qui est quand même assez holistique. Et pour pouvoir piloter tout ça, en plus, on leur a mis un nouveau manager qu'ils ne connaissent absolument pas. Le nouveau manager arrive avec une feuille de route très, très claire qui vient de la maison mère qui se situe dans un autre pays. Et puis, il arrive, il se présente et il dit, bon, moi, j'ai une légitimité parce que je viens de tel et tel secteur qui marche assez bien. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on va faire et on va s'organiser comme ça sur les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe? Peur, résistance et perte de repères parce que, on ne connaît pas le manager. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lui faire confiance et comment est-ce qu'on est sûr qu'il nous dit vraiment ce qu'il faut faire correctement alors qu'il ne nous connaît pas, il ne sait pas comment on fonctionne, il ne connaît pas notre marché, etc., etc., etc. Donc, fort rejet et puis ils sont restés coincés comme ça pendant 9 mois sur la courbe que Vanessa nous a présenté. Ils sont restés coincés dans le choc, la peur, la colère. Choc, peur, colère, déni, pendant 9 mois.
jusqu'au jour où le manager a dit, bon, je vais me faire aider parce que en fait, j'y arrive pas. Et donc, il m'a appelé. Et là, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a donné un espace d'écoute pour que les gens puissent exprimer leur résistance, exprimer leur colère, de ne pas avoir été écoutés, etc., exprimer leur peur. Donc, on a un espace là-dessus pour que le leader puisse entendre tout ça et échanger et non pas minimiser, mais vraiment comprendre. Donc déjà, un espace d'écoute. Ensuite, de pouvoir travailler avec des experts, c'est-à-dire impliquer des experts dans le processus. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un CODIR avec un représentant de chaque département qui allait pouvoir se prononcer au nom des opérations dans l'implémentation de cette transformation. Donc, qui est une voix du terrain avec des gens en qui on a confiance finalement. Donc, c'est plus facile après au niveau des opérations. Donc, c'était finalement des ambassadeurs du changement et en plus qui étaient responsabilisés puisqu'on a décidé de les mettre au niveau du CODIR. Ensuite, il y a eu un espace pour engager les équipes encore plus dans la transformation où, au lieu de définir la feuille de route simplement avec le CODIR pour exécuter, on a aussi donné des espaces de co-développement avec les équipes où elles ont pu co-construire leur nouvelle organisation et co-construire leur nouveau plan d'action commercial et l'optimisation de leur processus. Donc, en fait, on les a même impliqués dans l'implémentation des feuilles de route et on a créé derrière, le leader a pu créer derrière des cercles où il responsabilise les gens et puis ces leaders de cercle qui viennent implémenter certains bouts de la feuille de route peuvent rendre compte aux leaders et aux codires. Et pour être sûr qu'ils puissent avoir une bonne idée de ce qui se passe et de comment vit cette transformation au niveau de l'organisation, ils ont mis en place des pulse checks ou des points où ils vont aller sonder les équipes pour savoir comment ça va, est-ce qu'il y a des choses qui coincent, est-ce qu'ils ont besoin d'autre chose, et ils peuvent être sur un cercle d'amélioration continue. Donc, on a vraiment eu un virage du leader qui s'est remis en question, qui a écouté, qui a impliqué et qui a même co-construit la feuille de route. Donc ça, c'est la première expérience. Euh, et la deuxième que je voulais vous partager, c'est celle en l'horlogerie, où là, on est sur une organisation, ils sont à peu près 200-300 personnes et puis là, leur enjeu à eux, c'était de gérer un peu l'hypercroissance. C'est-à-dire qu'ils sont partis en étant une organisation familiale et fonctionnant en mode atelier et très artisanal, et donc tout dans l'échange et puis l'alignement bilatéral. Sauf que quand on croit énormément, ça devient complexe de gérer plusieurs sujets en parallèle, avoir une vision d'ensemble de ce que chacun fait, etc. Donc, eux, leur enjeu, c'était de basculer vers une nouvelle culture qui était plus une culture de gestion de projet. Et là, dès le départ, ça a été très clair. Le leader du département qui voulait implémenter ça dans son domaine, c'était notamment le leader du marketing et marketing digital. Il s'est clairement assis pour clarifier la vision, vers quoi il avait envie de tendre. Maintenant, pour pouvoir bien la vendre au sein de l'organisation, il avait quand même décidé de faire une session d'écoute et donc d'écouter chaque sous-équipe pour voir comment ils travaillaient et de quoi ils avaient besoin et quels étaient leurs pain points finalement, pour pouvoir définir une vision et une façon d'implémenter cette nouvelle culture qui fasse sens avec la façon dont les équipes travaillent et puis leurs besoins réels du quotidien. Ne pas aller surstructurer une organisation qui n'a pas besoin de l'être. Donc, d'être au plus près de ce qui est vraiment valeur ajoutée pour cette organisation. Donc, pour ça, il est vraiment allé donner de l'espace au niveau des échanges pour vraiment comprendre de quoi il y avait besoin. Il a pu ainsi donner une vision claire, aussi bien au niveau de son département qu'au-dessus de lui.
Il y a aussi une partie lobbying qui est importante au niveau du leader. Certes, il a un rôle à avoir au niveau de ses équipes, mais il a aussi un rôle à avoir pour aller dégager la voie de tout ce qui pourrait se mettre en travers de la transformation qu'il est en train de mener. Donc, il y a aussi une gestion des parties prenantes et notamment de la direction au-dessus, si jamais la transformation ne venait pas du dessus, mais venait bien de son niveau à lui. Donc, il y a toute une partie lobbying aussi qui a dû être faite de son côté. Et ensuite, il a pu aménager des sessions de formation où je l'ai soutenu là-dedans pour que toutes les personnes puissent être confortables. C'est-à-dire qu'elles soient toutes au même niveau de connaissances et de compétences et qu'on ne génère pas des peurs et de la résistance par manque de compétences et ouais, par méconnaissance de ce qui est attendu. Donc, il y a eu toute une phase de formation et ensuite une phase de coaching où on a pu accompagner les gens pour se familiariser, pour expérimenter de manière agile, en leur disant, ben voilà, on vous donne certains outils, maintenant vous pouvez les expérimenter et vous saisir des outils qui vous semblent les plus pertinents et on vous accompagne là-dedans avec agilité en vous donnant du coaching. Et le leader avait ensuite des sessions de travail avec, encore une fois, des ambassadeurs qui lui remontaient en fait un retour de cette expérimentation agile pour lui dire, bah, voilà, on a essayé ça, ça marche bien, ça marche moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on rend obligatoire, qu'est-ce qu'on rend facultatif et comment on peut s'améliorer. Voilà. Et après, ce qu'ils ont fait en dernière étape d'important au niveau du leader, c'est qu'il s'en est servi comme projet phare, c'est-à-dire qu'il a rendu visible le succès de cette transformation au sein du reste de l'organisation pour inspirer d'autres départements. Alors, bah, du coup, Véronique, je viens de répondre en même temps à la question, c'est-à-dire que là, lui, le changement, il l'a fait que pour le département marketing. Parce que finalement, il s'est dit que il était mieux de montrer l'exemple avec son département et que si ça fonctionnait bien avec son département, ça pourrait inspirer le reste de l'entreprise. Donc, du coup, après, il a rendu visibles les résultats et petit à petit, d'autres départements s'y sont mis. Pas tous, parce que tous ne voyaient pas l'intérêt à leur échelle dans les sujets qui les concernaient. Mais d'autres départements derrière s'y sont mis, comme les responsables produits, par exemple, qui s'y sont mis aussi et qui étaient en interconnexion directe avec le marketing. Donc petit à petit, en fait, cette transformation comment dire, a fait a fait des petits au sein de l'orga. Euh, alors, je regarde, il y a une question, je finis mes histoires. Audrey a une question, je la lis. Comment impliquer les parties prenantes ultra réticentes sans que leur résistance ou comportement difficile ne crée un climat toxique ou n'influence négativement les personnes jusqu'à la neutre? Je lis. Alors, je vais, moi, apporter une réponse de mon prisme, mais après, je laisserai la parole à Vanessa parce que tout le monde peut avoir une idée différente. Alors, moi, j'ai déjà été face à une personne comme ça, où j'ai fait une présentation et la personne m'a confrontée en me disant même que j'étais le diable ou le ver dans le fruit et que je venais porter une transformation ou un changement qui venait de la direction et que forcément c'était en fait que j'étais instrumentalisée pour aller éventuellement faire une restructuration de l'entreprise, etc. Donc quelqu'un de vraiment résistant, voire agressif avec des choses avec des propos qui pouvaient même faire peur au reste. Et en fait, cette personne-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un échange en bugne à bugne avec cette personne pour vraiment lui faire comprendre quelles étaient mes intentions à moi, parce qu'il y a une question de confiance quand même dans la personne qui va piloter le changement. Lui expliquer pourquoi c'est fait, encore une fois, et puis surtout le questionner. Pourquoi est-ce que cette personne est ultra réticente? Donc, c'est quoi ses peurs? C'est quoi ses leviers? C'est quoi ses besoins? Essayer de la comprendre. Dans ce cas de figure particulier, j'ai réussi à identifier pourquoi il était si agressif et on a
on a parlé et j'ai fini par l'impliquer dans certaines mesures. C'est-à-dire que lui-même, il est devenu pilote des sujets qui lui semblaient clés et qui avaient l'air d'être mis sous le tapis. Et comme il est devenu pilote, il est devenu impliqué et en fait, ça a été un des meilleurs ambassadeurs. Surtout, tout le monde s'est dit, bah, si lui, il est à bord, c'est que le truc, il vaut le coup et on va s'y mettre aussi. Donc, il peut y avoir un retournement de situation où en fait, les plus virulents peuvent être les meilleurs ambassadeurs plus tard. Après, il y a des comportements, et c'est dans tout, comme dans tout sujet hein, de leadership, il peut y avoir des personnes qui sont fondamentalement non constructives et toxiques. Et là, le sujet, il est au-delà de juste piloter une transformation. Hein. C'est, bon, ben, soit cette personne-là peut être accompagnée avec du coaching individuel ou des mesures de médiation pour la faire changer de comportement, parce qu'à mon avis, si elle a un comportement comme ça sur ce projet-là, elle a un comportement similaire sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la transfo. Donc, comment est-ce que on peut accompagner éventuellement avec des médiations, avec du recadrage, etc. Puis si c'est pas possible et que c'est vraiment une question de posture et d'attitude, eh ben oui, des fois, il y a des décisions à prendre pour, euh, pour sortir cette personne parce que elle fera plus de mal à l'équipe qu'elle ne fera du bien. Je te laisse la parole, Vanessa, pour connaître Moi, ton positionnement. pour compléter, en fait, ça va vraiment dépendre de la taille de l'équipe, du positionnement de la personne, etc. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on utilise la théorie des alliés. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, on cartographie les gens qui sont les parties prenantes qui sont impliquées dans la transformation et on identifie les promoteurs et puis les vrais résistants. Alors, je ne me rappelle plus les termes, mais voilà, Mm. parce qu'il y a des gens qu'on va pouvoir embarquer facilement. Il y a même des gens qui auront déjà démarré avant même qu'on les embarque parce qu'ils sont à fond, ils ont déjà testé des trucs, etc. Puis il y a ceux qu'on n'arrive pas à embarquer. Ce que dit la théorie, hein, et c'est ce qu'on applique parfois, alors ça dépend à nouveau, hein, si c'est une personne qui est centrale, on ne peut pas appliquer ça, mais parfois ça vaut le coup de laisser tomber en fait sur les gens qu'on n'arrive pas à embarquer. En fait, il y a des gens, tant que on va dire la majorité n'aura pas démontré que ça vaut le coup, etc., ils s'embarqueront pas. Donc il faut laisser le processus faire et au bout d'un moment, finalement, quand ils se retrouvent bien seuls, bien esselés et bien derrière, ils finissent par monter dans le train. Voilà. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la situation de la personne, de son rôle. Est-ce que le rôle est stratégique ou pas? Voilà, donc ça sera soit ce qu'elle écrit Marine, soit plutôt, si on est dans une plus grosse structure, il y a un petit groupe comme ça, des fois ça vaut le coup de dire, eh ben, ceux-là on les laisse sur le côté et ils viendront le jour où de toute façon ils n'auront plus le choix ou le jour où ils y verront leur intérêt. Enfin, voilà. Donc après, il y a différentes approches, ça dépend des situations. Voilà. Mais en effet, c'est pas facile. Voilà. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a deux cas de figure. Il y a juste ceux qui n'ont pas envie de s'y mettre, mais ils vont pas tirer la cordée vers le bas de la montagne. Et donc, c'est clair que ceux-là. Par contre, s'il y en a qui tirent, et là, c'est problématique. C'était ces extrêmes-là, moi, que je donnais dans l'exemple. Et clairement, ouais, faut choisir ses combats, comme dit Valérie. En fait, c'est ça. Faut Et choisir après, ses il y a combats. des fois, en effet, où le comportement, il justifie recadrage et voilà, hein, et on est au-delà de ce que ce que le manager peut gérer des fois. Hein. Mm, Voilà. Mm. absolument. Euh, Ouais, voilà. ouais. Ouais. Oui, oui, bah oui, dans certains cas, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que quand on est en entreprise, il y a quand même un moment où il faut accepter les changements qui sont en cours, même si on n'est pas aligné avec la stratégie, etc. Et que si on est en opposition, bah, on est à la. Ouais, donc, Mais si le manager a bien creusé, parce qu'en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que la plupart du temps, il y a une raison. Et la raison, ben, on peut travailler dessus souvent. Donc, il faut aller creuser, il faut passer du temps, etc. Et c'est dommage d'en arriver à un licenciement. Mais après, si on n'y arrive pas et que c'est bloquant, ça peut arriver. ouais. Après, il se peut que dans une transformation, je sais pas, par exemple, la boîte par croissance externe quadruple de volume. Et moi, en tant qu'employée, j'étais très bien dans un petit truc familial où j'avais du lien, puis d'un coup, ça devient une multinationale et puis c'est plus aligné du tout avec qui je suis, mes valeurs, machin. Potentiellement, je vais avoir de la résistance parce que c'est plus aligné avec qui je suis. Donc, ouais, je vais pas avoir envie d'y aller, mais en fait, j'ai pas le choix parce que c'est la croissance externe de ma boîte. Et donc, du coup, ben,
libre à moi de me dire, ben maintenant, ça me convient plus et moi, il faut que je parte et il faut que j'aille faire autre chose. Et c'est OK aussi, en fait. Et là, là-dessus, Marine, c'est un hyper bon point, c'est que ça peut être le rôle du manager Mm, d'accompagner la personne à cette prise de conscience et de l'accompagner aussi au départ. mm. Voilà. Et dans certaines entreprises, on voit ça arriver aussi, hein, des managers qui travaillent vraiment avec leurs collaborateurs pour faire prendre conscience que de toute façon, ils y trouveront plus leur compte et qu'il vaut peut-être mieux aller ailleurs. Et dans ce cas-là, il vaut mieux accompagner le départ pour qu'ils Mm. se fassent. Moi, j'ai fait ça quand j'étais encore salariée et que j'étais manager. On s'est mis d'accord avec une rupture conventionnelle parce que ce qui était en train de se passer ne convenait plus à la personne. Elle voyait bien que le train était en marche et qu'il y avait toutes les bonnes raisons pour ça, mais c'est juste ça lui convenait plus et on s'est mis d'accord et on l'a aidé à sortir et elle est partie vers un autre projet et c'est OK aussi en fait. Mm. Super, on peut continuer. Je pense que de toute façon, on est presque au bout là, hein. Ouais, bah, voilà, bah, le slide avant, ça c'est juste la conclusion de tout ce qu'on vient de vous dire. C'est parfois, même très souvent, le changement est inévitable, mais finalement, la qualité du leader est clé pour réussir ce changement et pour que ça se passe le mieux pour les équipes. Donc voilà. Et puis, on voulait vous interroger un petit peu sur ce que vous reteniez de ce qu'on vient de dire. Oui, vas-y. On prend encore juste, est-ce qu'il y a, avant qu'on clôture, parce que là c'est la clôture, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qui émergent ou pas? Juste voilà, il y a juste une opportunité pour prendre encore une ou deux questions, mais j'ai l'impression que c'est calme. Mais voilà, s'il y en a qui... Ouais, puis la partie résistance, je crois qu'on n'avait pas vu. Est-ce que tu veux prendre 2 minutes sur ton slide qu'on a Oui, sauté alors ça va être un peu de la redite, mais on peut toujours le regarder. C'est un autre aspect. Alors des fois, on sait bien que pour l'apprentissage, des fois, ça vaut le coup de revoir les choses sous un autre format. Hop, pourquoi je... Hop. Ouais, voilà, donc juste pour rappeler ce qu'un leader doit éviter. Voilà, c'est vouloir aller trop vite. Et on ne l'a pas trop mentionné, mais dès qu'il y a changement, potentiellement, ça peut perturber aussi la compréhension des rôles, de l'organisation, etc. Donc, ça peut valoir aussi le coup des fois reclarifier les rôles, reclarifier l'attendu, etc. Parce que de toute façon, si le socle est flou, ben y a confusion. Voilà. Je l'ai déjà mentionné X fois, mais ne pas sous-estimer la charge émotionnelle. On l'a vu, ça génère des émotions. Les émotions, c'est un message qui est envoyé aux gens. Il faut qu'ils gèrent leurs émotions. Voilà. Et donc, ça peut aussi, à des moments, j'ai mis le changement fatigue, autant qu'il stimule, il doit être accompagné. Voilà. Bien évidemment, ne pas se concentrer uniquement sur les aspects techniques, hein. L'humain, 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 parce que voilà, même quand il s'agit d'un changement technologique, c'est l'humain qui décide de l'adoption. Et puis, je l'ai mentionné, mais ne pas négliger les signaux faibles. En fait, dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui fait de la résistance ou du questionnement, voilà, et ben si on sent de la démotivation, si on voit des conflits, si on sent qu'il y a des gens qui parlent et qui se taisent. Enfin, parce que ça, c'est un signal qui n'est pas toujours facile à voir. En général, quelqu'un qui parle et qui se met à se taire, c'est qu'il n'est pas bien. Donc, ça vaut le coup d'aller comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'était juste une autre façon de vous redire ce que Marine et moi avons dit là pendant toute cette présentation. et du coup, on va vous faire reprendre le Menti pour que vous puissiez nous partager avec quoi vous repartez. Donc, quelles sont les idées là que vous avez retenues ou vous avez envie de mettre en pratique? Enfin voilà, c'est quoi les grands messages que vous retenez de cette heure ensemble? Je vais rebasculer moi après. Ah oui, je te redonne. Hop. Ouais, mais je laissais scanner le QR code. Tac. Et je prends la main. Tac. C'est bon? Ouais, c'est bon là. Hop, j'arrête le partage, c'est toi qui reprends la main. Donc, on a Ah bah, déjà je un suis premier. contente. La première, c'est l'humain au centre de la transformation. Le message Au est moins, bien on partait passé. avec ça, je suis contente. Ouais. Puis l'importance de la posture du manager, ouais, Ouais. effectivement. Stratégie du leader. Ah oui, stratégie d'un leadership impactant. Je viens de voir une question en parallèle qu'on peut peut-être prendre, Marine. Vas-y. Comment faire dans un contexte économiquement tendu où on n'a pas beaucoup de temps? Ben, c'est bien la problématique
Du moment, c'est que souvent, là, nous, on vous dit, il faut prendre du temps pour les gens et souvent, le temps, on l'a pas. Bah, c'est bien la difficulté. Donc, c'est un savant équilibre à trouver pour le manager entre le timing et la pression. Moi, j'aurais envie de dire, bah, c'est aussi être capable de savoir lever les alertes à son propre management quand le timing ne permet pas aux gens de monter à bord. Parce que de toute façon, un changement où les gens ne sont pas montés à bord, c'est un échec in fine. Donc, moi, je dirais la meilleure chose que peut faire le leader, c'est factualiser ce qui se passe pour pouvoir lever des alertes qui soient entendables par le management s'il y a besoin que ça prenne plus de temps. Mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'autres. J'ai pas de baguette magique, moi. Je l'ai pas trouvé encore. Est-ce que ce que vous faites, j'imagine, est du coaching d'organisation tel que défini par Patrick Dugois? Alors moi, je connais pas Patrick Dugois. Non, Ouais. moi non plus. Mais en fait, pour répondre, Olivier, c'est la difficulté du coaching, c'est que les frontières sont pas très faciles à délimiter. On fait un peu des deux dans ce type d'intervention. On peut faire du coaching d'organisation et du coaching d'équipe. Je vois pas moi le chat parce que j'ai partagé mon écran. Ouais. Hop, je vais le mettre ailleurs, clac, pour voir la question. Ah, je bouge là. Voilà. Si une entreprise joue sa survie, ça vaut le coup de se poser un peu. Ouais, je suis bien d'accord. Alors sinon, avec quoi je repars? On a d'autres choses qui sont venues, la vision et l'accompagnement, la force de l'implication et pas l'imposition. Est-ce qu'il y a une différence si les collaborateurs sont des bénévoles ou des travailleurs indépendants? Pour moi, ça fait aucune différence, que les gens c'est pareil, ce qu'on dit là, c'est vrai pour un manager hiérarchique ou pour un manager, transversal au sein d'un projet. Donc c'est vrai pour quelqu'un qui va piloter des freelances, c'est vrai pour quelqu'un qui va piloter des bénévoles. Pour moi, tout ce qu'on a dit, c'est valable pour, même les changements au sein de la famille. On nous demande si le document projeté est dispo. En général, on le diffuse pas. Il faut que vous nous fassiez parce qu'on n'a pas de moyen de le diffuser comme ça largement. Il faut que vous nous fassiez un petit mail pour qu'on vous l'envoie. Voilà. On l'envoie que aux gens qui sont intéressés par l'avoir pour pas. Et il y aura accès au replay par contre. Et par contre, on va poster le Ouais. replay parce que cette fois-ci, on l'a bien enregistré, pas disponible. Eh ben, on finit pile poil à l'heure. Eh ben, un énorme merci à vous et Merci puis à tous. peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.